ndax bu ñëpp di waxtaan ci Sénégal sunu réew Jeniande bayoti mayo kumbale mo ganduni ajario ganduni mexelo ambayo chumalinke zompeyo jeniande pap nun ke ngoda zompeyo gandunu okorvatu bayo merkati monono ganduni jaben bayo yimbil de katemeno ganduni tabungon bayo ndana dotu pano jeniande ndana dotu pano korvatu yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est encore nous aujourd'hui, les quêtes. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous vous saluons aujourd'hui à partir de Los Angeles. Oui, je la garde, d'accord. La radio de Los Angeles aujourd'hui. Allô? Allô? Alors, il y a des petits bruits de fond derrière, mais c'est pas grave. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'annonce encore une fois, nous sommes sur les quêtes, la caisse de résonance, la radio africaine de Los Angeles, la seule et unique radio africaine de Los Angeles, Sunuker.fm. Sunuker qui tous les jours a des émissions, donc vous pouvez les suivre sur Sunuker.fm. Nous avons des applications qui vous permettent de suivre la radio diffusée aujourd'hui à partir de Los Angeles. Nous avons aussi la radio diffusée à partir de Kaolack aujourd'hui, n'est-ce pas, Ndiawa? Et aujourd'hui, nous avons un invité de taille. Je ne peux que m'abaisser devant ce glorieux, cet éternel, ce fantastique invité de taille, une légende sénégalaise que vous connaissez tous dans le monde sportif, mais vous connaissez tous comme un Sénégalais qui, en fait, a cet amour pour le Sénégal, cette intégrité que nous avons connue pendant des années et cette voix tellement charmante qui a bercé notre enfance au niveau du Sénégal. Je veux parler du grand, indétrônable Laye Diaw, qui aujourd'hui est notre invité d'honneur juste avant l'AFCOM, la Coupe d'Afrique des Nations. Laye Diaw, Ablaye Diaw, bienvenue sur notre chaîne. Merci Adrienne, merci Nyang, au plaisir. Vous, liste, comme on dit, Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les Sénégalais de la Californie. La Californie est déjà, comme on dit, assez connue au Sénégal du stage de l'équipe nationale de basket du Sénégal. Les Lions ont eu l'occasion d'y séjourner. Parmi ces Lions, mon épouse qui m'a parlé tout à l'heure, qui me parlait avec respect, avec emphase de la Californie, surtout par sa propreté, me disait-elle. Alors, de tout cœur avec vous, au plaisir d'être avec vous, en attendant d'être en Californie avec vous un jour dans la même émission et pourquoi pas. Absolument, mais je suis encore ravie d'entendre qu'il y a une autre célébrité aujourd'hui près de vous, qui est votre épouse, qui a fait Los Angeles. Et nous sommes des fans de Lakers. Je montrerai des photos avec Magic Johnson, je lui montrerai. Et j'aurai le plaisir de l'inviter parce que j'invite souvent aussi des femmes sénégalaises pour qu'elles viennent exprimer, nous parler d'elles, de leur travail, nous parler de ce qu'elles ont fait, de leur vie, de leur avenir. Et comment elles ont pu faire en sorte que le Sénégal, les équipes de basket, les équipes sportives
puisse avoir cette renommée internationale. Donc, merci de me le dire. Je la prendrai la prochaine fois pour qu'elle soit une de nos invitées. Et aujourd'hui, nous vous consacrons la page. Et la première question par rapport à vous, c'est de nous parler de vous, Laye Diaw, parce que moi, je sais que je vous connais par la radio. Vous m'avez tellement dit des choses super intéressantes. J'aimerais que nos auditeurs puissent partager ce moment, cette histoire, ce que vous savez sur le football, et vous particulièrement. Voilà, je vous salue aussi. Adrienne, je vous salue. Par moment, le son n'est pas des meilleurs. S'y ajoute que j'ai par moment des coupures. Je vais essayer, autant que faire se peut, de répondre à vos questions. Si vous pouvez me reprendre la question de tout à l'heure, parce que j'avais des coupures vraiment. Alors, ce que j'étais en train de dire, d'abord, je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi par rapport à votre épouse qui a été à Los Angeles. Je l'interviewerai. Je prendrai un moment pour aussi l'amener sur notre plateau, parce que le plateau est ouvert à tous ceux qui ont pu faire du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui. La réputation des Sénégalaises du basket, nous avons les Lakers, effectivement. C'est vrai, vous serez un invité à Los Angeles avec joie, ce que vous ne savez pas. Vous entendez? Vous arrivez à m'entendre? Mon épouse est ancienne basketteuse. C'est la génération des Kankou Koulibaly, des Marie et tant d'autres, Lyon, Marienne Bar, puis vous aurez l'occasion, comme on dit, de l'inviter à ce plateau. Pourquoi pas, reste, comme on dit, toujours très, très, très attaché au basket. Alors, ce sera avec plaisir le jour où vous déciderez de l'inviter à cette émission. Alors, pour l'heure, je suis à votre disposition le temps qu'il le faudra, Adrienne. Merci beaucoup là. Et encore une fois, juste une chose que vous ne savez pas, je vous l'apprends. Nous sommes aujourd'hui à Pasadena. Je suis présentement à Pasadena. Pasadena est la cité jumelée à Dakar Plateau. Donc moi, en tant que Sénégalaise, je suis aussi en train de représenter le Sénégal, spécifiquement Dakar Plateau, ici au niveau de la ville de Pasadena. Et j'espère qu'un jour, on pourra vous inviter. Vous êtes le bienvenu ici. Je vous ferai visiter la cité. Voilà, nous ferons un l'espère grandiose, aussi. vous deux. Je l'espère aussi. Je l'attends avec impatience parce que vous avez vos parents. Votre paternel urbain a été à lui. Il y a aussi que Adrien Diagne dans le football a été entraîneur du Sénégal. Parce que du football. Alors, je suis vraiment chez moi entre Adrienne, son père Adrien Diagne, paternel Urbain Diagne, tous des férus de football. Effectivement, et c'est ce que j'aimerais savoir et que beaucoup de Sénégalais ne savent pas, merci pour cet hommage à notre famille footballistique, c'est votre histoire à vous, parce que souvent, les jeunes Sénégalais ne vous connaissent seulement qu'en tant que personne, qu'en tant que commentateur de football. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Diaw, cher frère Laye, de votre engouement pour le football? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport au football? Parce que ce n'est pas seulement la radio. Oui, mon engouement pour le football, parce que mon père fut dirigeant à Saint-Louis du Sénégal. Il fait partie d'ailleurs des membres fondateurs. La Saint-Louisienne, à l'époque, les années 50, mon père était le président de la section de football de la Saint-Louisienne. Les réunions se tenaient à la maison, dans ma propre famille. Et quand ils étaient là pour la réunion, je faisais de me consacrer, comme on dit, à mes leçons, alors que je n'avais d'oreille que pour eux. C'était ce que j'ai vu passer à la maison presque tous les anciens footballeurs saint-louisiens. Et ajoute déjà qu'à l'époque, j'avais une belle culture, parce que mon père achetait aussi les journaux. Et comme il travaillait chez les Français à Saint-Louis, à l'intendance militaire,
Il venait souvent à la maison avec des journaux français. C'était pour moi l'opportunité de faire connaissance avec le Reims de l'époque, les copains Fontaine, puis Anthony Vincent. C'était avait saturé l'équipe de France à la Coupe du Monde de 1958. Alors très tôt, j'avais une culture sportive depuis la lecture avec mon père qui était passé avec mon institut footballeur qui a joué d'ailleurs dans la même équipe que mon père. Alors très tôt, mon père me tenait par le bras pour aller au stade Victor de Saint-Louis, devenu maître Babacar Seye. C'est comme si déjà j'étais dans le journalisme, Adrien Diagne, rien que par le contact de mes parents. Alors, de façon extraordinaire, beaucoup de Sénégalais ne savent pas quelle était la relation entre... vous parlez de votre papa qui était militaire. Je disais donc... J'ai toujours un problème de son. Oui, merci pour ce rappel. Alors, nous avons pu, d'une certaine façon, entendre que vous aviez été élevé par votre papa qui était en fait dans l'armée, n'est-ce pas? Qui était au niveau des militaires. Et aussi, les militaires du Sénégal étaient en fait aussi de grands sportifs avec une intégrité en matière de sport, n'est-ce pas? Non, il n'était pas militaire, mon père. Il travaillait chez lui. Il n'était pas militaire. D'accord. Il avait mais lui n'était pas militaire. Alors c'était déjà l'occasion pour moi de le voir rentrer à la maison avec des journaux français. Et dans les journaux, même quand les pages spécialisées, il y avait toujours une page sportive. C'était pour moi l'occasion de faire connaissance avec les clubs français. Mais mon père n'était pas militaire. Mais qui restait toujours au contact. Oui. Parce qu'il savait que Lamine Diack avait des atomes crochus avec mon père. C'était un vieil ami de mon père. C'est vrai que mon père était son aîné. Mais comme Lamine Diack était déjà un footballeur averti et talentueux, à cet âge, il a commencé à nouer d'amitié avec les dirigeants. Mon père décédé très tôt d'ailleurs, à l'âge de 44 ans. Déjà la passion du football grâce à ses amis qui venaient à la maison et surtout grâce à l'équipe qu'il dirigeait en sa qualité de président de la section de football. Mais Monsieur Diao, toute cette histoire est très intéressante. J'ai l'impression que vous aussi, si je ne me trompe, vous avez aussi joué en tant que... Vous avez fait vous-même du football. Vous avez été un joueur de football au niveau du Sénégal, si je ne me trompe. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Je retiens une partie de votre question. J'ai été joueur de football. C'est vrai. Déjà à Saint-Louis, chez moi, dans une équipe de deuxième division, très jeune, pour me faire intégrer dans l'équipe première, très jeune, mes dirigeants de l'époque m'avaient vieilli de 4 ans. À l'âge de 16 ans, ils m'ont mis 4 ans de plus pour que je puisse jouer en équipe première. Évidemment, ils avaient triché avec moi parce que depuis la catégorie cadette, vous ne pouvez pas jouer en catégorie supérieure. C'est cadet, ils me faisaient jouer en équipe première et pour ce faire, ils m'avaient vieilli de 4 ans. Aujourd'hui, je suis payé parce que j'ai les jambes qui m'ont constamment mal et un médecin m'a dit que très jeune, mon corps a été sollicité pour des épreuves dont il n'est pas encore préparé. C'est vrai. Alors, par la suite, j'ai intégré mon père, la Saint-Louisienne. Avec la Saint-Louisienne, j'ai réussi le doublé. J'étais de l'équipe qui a réussi le doublé en 1966. Coupe du Sénégal, championnat du Sénégal. Puis je me suis retrouvé à Dakar, à Radio Sénégal. Et quand je suis arrivé à Dakar, j'avais signé une licence à l'US Gorée par le biais d'un dirigeant
Goréen qui m'aimait bien, qui m'a regardé jouer et qui m'a l'US Gorée. Et voilà comment, bien qu'étant le cas des Youssou Ndiaye et Malick Ndao, j'ai fait équipe avec les Youssou Ndiaye, les Malick Ndao, les Habib Daf, les Diouf Aboubacar Simon, El Hadji Sarr qui était de ma génération, El Hadji Khar Sidibé qui était de la génération devancière, parce que Khar Sidibé a eu l'occasion de gagner la Coupe d'AUF de football avec l'US Gorée, avec la génération devancière. Alors j'ai joué avec cette équipe de Gorée. Je vous promets d'ailleurs de vous envoyer prochainement la photo sur laquelle je suis avec l'US Gorée des années 60, en compagnie de Youssou Ndiaye, l'ancien ministre décédé il n'y a pas longtemps, de Malick Ndao et de tant d'autres stars de l'époque, parmi lesquels Habib Daf et Khar Sidibé, Adrienne. Cette histoire est intéressante puisque vous savez, et vous l'avez dit, que vous avez affaire à une Goréenne, à des familles, des générations de Goréens et de footballeurs. Vous me parlez de Gorée des années 60. Est-ce la même équipe qui a joué aussi au niveau des Jeux de l'amitié? C'est ma question aussi, parce que nous savons ce qui s'est passé aux Jeux de l'amitié. Oui, si vous pouviez nous faire un rappel. Aux Jeux de l'amitié, à l'époque, nous étions encore un tout petit peu plus jeunes. Parce que moi, j'ai commencé à jouer en équipe première en 64-65. Et arrêté très tôt d'ailleurs le football dès 1968. Bon, c'est parce que là, la profession s'impose à moi. Je me suis trouvé par la suite à Kaolack, après Dakar en 68. Et quand je suis arrivé à Kaolack, j'ai joué dans une équipe de 2e division qui s'appelait le Sporting de Kaolack. J'ai joué et la même année, je me devais d'arrêter la pratique parce que j'étais déjà à Radio Kaolack, j'animais des émissions sportives. Quand un dimanche, la radio manquant de reporter, le directeur de l'époque m'a dit de faire le match. Une première fois, je lui ai dit que je n'avais jamais fait ça. Il me dit, d'accord, c'est vrai, mais il faut lui à tout. Et comme il suivait des émissions sportives, il avait marqué mon aptitude peut-être à pouvoir tenir dans un stade de football. Voilà comment, dès 1968, j'ai commencé à tenir un micro dans les stades de football parce que la radio à Kaolack manquait ce jour-là de reporter. Ce qui fait de moi le journaliste sportif qui est resté le plus longtemps en exercice. Parce que depuis 1968, je commente le sport et à la radio et à la télévision. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes de l'âge de mes enfants qui commentent. Et ceci me fait grandement plaisir que de pouvoir travailler avec des jeunes qui ont l'âge de mes enfants. Alors, extraordinaire, je vais vous faire une surprise que vous ne savez pas. On parlait des Jeux de l'amitié. Vous étiez trop jeune, c'était en 1963, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez, vous étiez dans le stade, je ne sais pas si vous étiez sur le stade, puisque les équipes de football étaient invitées à venir voir le match. Et nous, on habitait juste derrière à la STICAP. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque-là, des Jeux de l'amitié au mois d'avril? Oui. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, je me souviens des Jeux de l'amitié. Alors, les commentaires dessus... C'était les premiers grands Jeux. Oui, je disais donc que je me souvenais bien des Jeux de l'amitié. C'était les premiers grands Jeux au Sénégal après les indépendances. Nous sommes allés aux indépendances en 60 et en 63, c'était les Jeux de l'amitié. C'est vrai qu'en 61, nous étions déjà à Abidjan. Nous avions perdu la demi-finale contre la Côte d'Ivoire, et ceci au nombre des corners. C'est la Côte d'Ivoire qui avait l'opportunité de jouer la finale à Abidjan. Et nous contre le Dahomey, 3-2. Le Dahomey est devenu aujourd'hui le Bénin. Mais en 60, nous avons gagné les Jeux de l'amitié à Dakar, battant tour à tour le Cameroun, le Nigeria, le Niger. La France avait pris part à ces Jeux de l'amitié. Nous l'avions battu en demi-finale. Et d'ailleurs, il y a eu à l'époque le record
Youssou Ndiaye, parce que le plus rapide en équipe nationale dans la catégorie senior, pour Youssou Ndiaye, c'était contre la France. On avait joué 30 secondes et Youssou Ndiaye avait fini d'ouvrir le score contre la France que nous avions battu à ce jeu de l'amitié en 1963, 2-0. Le deuxième but était de Cheikh Thioum, qui lui aussi était il y a quelques mois à Dakar. Alors, je dis à quelqu'un, le parcours des anciens au jeu de l'amitié, qui le fait aujourd'hui gagner la CAN, battre tour à tour le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la France en demi-finale et la Tunisie en finale, qui fait un tel parcours, gagne la Coupe d'Afrique. Et Youssou Ndiaye fait raison de dire que c'était des jeux grandioses. Parce que quand on dit que les Sénégalais n'ont jamais rien gagné, lui dit si, on a gagné quelque chose, les Jeux de l'amitié, qui avaient la résonance et l'importance d'une configuration. Tellement vrai que les Jeux de l'amitié étaient plus grandioses que les premières CAN. Parce que les premières CAN, en 57, c'était à 3 équipes, en 59, à 3 équipes, en 61, à 3 équipes. Nous, quand nous sommes à la CAN, en 65, c'était encore à 3 équipes. Nous étions dans l'une des poules à 3 avec la Tunisie et l'Éthiopie. Et même au Caire, en 86, la CAN s'était jouée à 8 avec 2 poules de 4, alors que les Jeux de l'amitié s'étaient joués à 16 avec 4 poules de 4. Alors voilà comment les Jeux de l'amitié étaient vraiment une compétition qui pouvait servir de label, parce que les Jeux de l'amitié étaient aussi grandioses que les CAN d'aujourd'hui. Le CAN qui voit le Sénégal à partir de la Coupe d'Afrique des Nations. À 2 reprises, il a joué la finale. À 3 reprises, les quarts de finale. Alors nous croisons les doigts tout en espérant que la 16e participation du Sénégal en 33 éditions, la bonne sénégalaise. Mais c'est extraordinaire. Alors, je vais vous donner une anecdote parce que c'est ce qu'on m'a raconté, n'est-ce pas? J'étais vraiment trop petite pour m'en souvenir. Effectivement, je sais que d'après ce que papa me disait, qui faisait partie de l'encadrement technique de l'équipe de football, aussi avec mon oncle Adrien Diagne, qui faisait aussi partie de l'encadrement. Je suis née en 63. Je suis née 15 jours avant les Jeux de l'amitié. Et je pense que je suis le plus petit, le bébé le plus jeune qui a assisté au match, puisque c'était vers le 15 avril. Mon arrière-grand-mère m'avait porté sur son dos et ma mère m'avait amenée aux Jeux de l'amitié pour voir l'ouverture des Jeux. Et donc, je pense que c'est de là que ma curiosité a commencé par rapport au football, parce que tout simplement, j'étais tellement petite, je faisais 2,250 kg, et on a failli ma maman tuer en disant, mais arrêtez, vous allez peut-être vous pousser tellement fort que vous allez écraser mon bébé. Et c'est de là peut-être que mon amour du sport est venu, puisque on a fait partie, j'ai fait aussi du football au Sénégal, l'équipe de basket de Gorée, la seconde équipe, nous l'avons commencé dans les années 80. Et donc aussi cet engouement pour le sport a toujours été dans mon rang. Donc nous sommes les premiers, nous sommes parmi les vétérans de l'histoire. Vous, du côté où vous avez assisté au match, moi, bébé, venant dans un match, dans un endroit que je ne connaissais pas, au Stade de l'Amitié, puisqu'on habitait juste en face, à la SICAP, juste en face du Stade de l'Amitié, où les joueurs étaient venus aussi se regrouper à la maison. Voilà, le Stade de l'Amitié qui est devenu aujourd'hui le Stade de Demba Diop depuis 1967. Voilà. Vous savez, Demba Diop avait été le ministre des Sports au cours d'une des élections qu'il avait été assassiné. Et le président Senghor avait débaptisé le Stade de l'Amitié pour y mettre au fronton le nom de Demba Diop, qui était ministre des Sports et maire de Mbour. Alors, votre passion du football, votre père, Adrien, qui était un grand entraîneur, ce n'est pas pour rien qu'il a eu l'occasion, lui, d'entraîner la sélection du Sénégal. Urbain Diagne,
son frère, votre oncle paternel, était de l'encadrement des Jeux de l'amitié. Il a entraîné l'US Gorée du milieu des années 60. Quand Gorée régnait sur le football sénégalais, les années 65, c'était lui l'entraîneur. Moi, il m'a entraîné avec les Baïmoussé Paye, avec les Ségue Cissé. C'est un psychologue, c'était un pédagogue. Il me donnait par moments l'impression d'un enseignant. Parce que sur le plan de la préparation psychologique, il était sans égal, Urbain Diagne. Ces séances, comme on dit, de théorie ou de communication nous permettaient d'aller à l'essentiel. Parce que vous savez, en football, il y a des moments où la causerie est plus importante que l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est pour faire le corps, alors que la causerie, c'est pour faire la tête. Et dans ce domaine, votre oncle Urbain Diagne était un expert. Nous gardons tous de lui le souvenir de quelqu'un qui était vraiment un meneur d'homme. Il a été maire de Gorée, c'est d'ailleurs lui que Senghor, Augustin Senghor a remplacé à la tête de la mairie de Gorée. Urbain Diagne, si vous avez 60 ans ou plus, eh bien vous vous souviendrez de ces merveilles. Et avec l'équipe nationale du Sénégal. Alors, Urbain Diagne, en fait, c'est ce que vous ne savez pas, je suis l'homonyme d'Adrien Diagne. De celle de 1950. Voilà. Et Urbain Diagne, c'est mon père, en fait. Adrien Diagne, c'est mon homonyme. Je suis l'homonyme d'Adrien Diagne. Et Urbain Diagne, le maire de Gorée, c'est mon père. Et qui nous a justement élevés de la même façon, malgré qu'il fut un militaire. Il nous avait donné la possibilité de toujours nous exprimer et toujours d'avoir cette liberté. Et c'est pour ça que des fois, quand je parle, les gens pensent que je suis un homme quand j'écris des textes, des messages. Parce qu'on avait eu, c'est la même éducation que vous, la même façon de s'exprimer et d'exprimer son point de vue et qui vous amenait, il vous poussait à aller au-delà de ce que vous voyez, mais d'avoir une pensée critique et d'être aussi, comment dirais-je, des avant-gardistes. Et vous avez eu cette chance-là en matière de football, j'ai eu cette chance-là puisque c'est lui, mon père, qui nous a élevés. Il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes et jusqu'à présent. Et c'était cette possibilité qui nous permettait d'aller plus loin. Alors, vraiment, vous me faites presque pleurer. Et je sais qu'il y a une chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans la CAN. Nous avons eu plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Nous avons perdu Joseph Koto, un cousin, il n'y a pas longtemps. On rend hommage à Joseph Koto. On a eu Bokandé, on a eu aussi tous ces footballeurs qui sont partis. Il y avait aussi, Justin Fons, c'était le handball. On avait aussi les Pape Sega, tout cela, je les ai connus. Les Choi, nous avons Kabessa, qu'on appelait Kabessa. Je ne me souviens jamais de son nom puisqu'on l'appelait toujours Kabessa. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces joueurs et de cette CAN qui va arriver dans pas longtemps avant qu'on aille à l'interruption musicale? Oui, ces joueurs, j'ai cheminé avec eux dans la pratique parce que vous avez parlé de Gorée, de la génération des Baïmoussé. J'ai cheminé avec eux. La génération des Joseph Koto et Bokandé, je les ai vus arriver en équipe nationale du Sénégal. Ils ont eu le mérite, ces joueurs, de sortir de l'anonymat. Alors, la période que nous vivons, la période de résurrection que nous vivons, nous la devons à la génération des années 80, à savoir les Chersek, les Roger Mendy, les Pape Fall, Oumar Gueye Sen, le fils de Sen Saher de l'US Gorée, Thierno Youm. Alors, ils ont eu le mérite de replacer le Sénégal dans l'élite. Depuis, on est devenu régulier. Je disais à quelqu'un, les 20 dernières années de l'équipe nationale de football du Sénégal ont été les meilleures. Au cours de ces 20 dernières années, on a eu des finales de Coupe d'Afrique, des demi-finales, des quarts de finale. On a été 2 fois à la Coupe du Monde. Maintenant, ce qui reste, c'est gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il n'y a que la gagne qui peut rendre éternelle. Et pour le moment, nous sommes vice-champions d'Afrique. Nous l'avons été déjà en 2002. C'est tout aussi vrai qu'il est bon de le retenir. Nous n'avons pas la meilleure équipe. Non. À ceux qui disent que le Sénégal a la meilleure équipe, je dis non.
Nous n'avons pas la meilleure équipe. Nous avons une équipe constituée de joueurs capables de tenir la dragée haute à n'importe quel footballeur. La preuve, nous avons 2 champions d'Europe dans le groupe. Edouard Mendy avec Chelsea, Sadio Mané avec Liverpool. On a 2 joueurs du PSG, Abdou Diallo et Gana Gueye, qui jouent les grands rôles. En un mot, l'épine dorsale de l'équipe du Sénégal peut être européenne, mais cela ne suffit pas. La compétition en Europe est bien différente de la compétition en Afrique. Tellement juste que je disais à quelqu'un, l'équipe championne du monde, en ce moment c'est la France, n'est pas sûre de gagner la CAN en Afrique. Parce que tout change. L'environnement, vos habitudes, la température. Vous avez l'habitude en Europe de jouer entre 10 et 12 degrés. Vous arrivez en Afrique, vous jouez sous 35 degrés. Les terrains ne sont pas appropriés pour le football auquel vous êtes habitué. Alors tout change, ce qui me fait dire que la CAN, c'est une compétition assez difficile. Nous qui regardons tous les jours ce qui se passe dans le monde, nous savons que les meilleurs footballeurs au monde ne se seraient pas bien exprimés à une Coupe d'Afrique des Nations. Et à ceux-là qui posent la question, mais pourquoi donc le Sénégal, fait d'aussi bonnes valeurs, d'aussi bons joueurs, n'a toujours pas réussi à gagner la Coupe d'Afrique? J'ai presque répondu à cette question, parce que l'environnement, le cadre, tout change en Afrique, et ce qui me fait dire que l'équipe championne du monde n'aurait peut-être pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ben, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, et moi je l'ai vécu d'ailleurs dans les 22 pays où je suis partie en mission avec Médecins sans frontières comme coordinatrice de programme. J'avais plus de facilité, moi, en tant qu'Africaine, à m'intégrer dans les pays, même en Amérique latine ou dans les pays en guerre, parce que c'était mon territoire, que ceux qui venaient d'Europe, qui avaient plus de... Peut-être qu'ils avaient la même formation, bien sûr, mais qui venaient d'Europe, qui n'étaient jamais venus en Afrique et qui se retrouvaient avec des problèmes de température, de comportement, souvent de dialogue avec les populations, que moi, je ne rencontrais pas, et j'avais plus de facilité de m'intégrer. Donc, nous allons faire cette pause musicale parce qu'on a des pauses. On va écouter peut-être ce que Ndiawar nous a préparé. Ndiawar est sur l'autre ligne. Si vous pouvez nous mettre une pause musicale pour que nous puissions donc prendre une petite pause et écouter ce que vous nous avez préparé, que ce soit de la musique ou peut-être même la voix de Laïdia ou parlant de quelque chose de vraiment spécial. Merci Ndiawar. Mes amis, ceux-là avec qui j'ai cheminé pendant de longues années, ça va tourner entre Saint-Louis, où j'ai fait mes premières armes d'abord comme footballeur au Tropical de Saint-Louis, à la Saint-Louisienne, l'ancêtre de la Linguère de Saint-Louis, à Dakar avec mes amis coréens, j'en ai retrouvé tout à l'heure mon frère et ami Demba Choi. Alors, nous sommes au début des années 60, 1963. Le stade venait d'être baptisé du nom du stade de l'amitié. D'abord, de 1963 à 1967, jusqu'à la mort de Benjamin en 1967. Donc, je suis parti de Saint-Louis, Dakar, Thiès, où j'ai joué avec beaucoup d'entre eux. Alors, aujourd'hui, d'un tour de bras, nous avons passé tout ceci en revue, depuis les internationaux des années 60 à ceux des années 90. Ils sont tous là, ils sont fidèles en amitié. Si vous cherchez quelqu'un de fidèle, allez prendre un sportif. Ils sont d'une fidélité à vaincre tout obstacle. Prenez un sportif. Je n'ai pas regretté d'avoir des amis sportifs. Nous aurons l'occasion de nous épancher sur tout ceci demain soir. Parce que ma famille, c'est aussi, c'est vrai, c'est des sportifs. Il me glisse à l'oreille, pour que nous voir Casa Sport. Il a raison. Là, j'ai rapidement, d'un tour de bras, survolé, c'est vrai, les villes que j'ai eu l'occasion de fréquenter, notamment entre Saint-Louis et Kaolack. Ben, merci beaucoup Ndiawar, merci beaucoup. Là, j'écoutais cette partie
euh, dont où vous parliez du football, vous parliez des personnes qui sont, les gens qui sont justes, des personnes sur qui vous pouvez compter. Quand on inaugurait la place Laïdiaou, et votre discours, Oui, pour moi, c'est le discours qu'on a quand on veut motiver des troupes. On appelle ça en anglais motivational speech, c'est-à-dire que quand vous avez des équipes, donc quelle que soit la profession, vous avez ce message de motivation juste avant de travailler, de commencer à travailler, ou au milieu du travail quand vous voyez que vos équipes sont en train de flancher. Et c'était un message de motivation positive, toujours. Il n'y a pas de critique derrière. C'est toujours voir ce qu'il y a comme les doigts de la main. Il y a 5 doigts. Chaque doigt a sa valeur. Si on enlève un doigt, la main perd de son énergie. Et chaque personne a sa valeur. Alors, cette place, Laïdiao d'abord, et ce côté de motivation dont vous venez de parler, comment pensez-vous que l'équipe du Sénégal doit être managée, puisque vous êtes un footballeur? Tout footballeur aussi connaît la technicité. je suis trahi par le son. Il m'a semblé avoir entendu comment l'équipe du Sénégal doit se comporter. Vous avez dit. Allô? Non. Le son. Le son. J'entends très mal, malheureusement. Ok. Alors, ce que je disais, c'est que nous avons pu voir l'inauguration de la place Laïdiaou. Et donc, cette place Laïdiaou que vous avez inaugurée au Sénégal, nous avons pu Oui. entendre votre message qui, en fait, Ah oui, d'accord. nous parlait de la motivation par rapport à l'équipe. Comment pensez-vous qu'on doit pouvoir motiver cette équipe de football qui vient de différents côtés de la planète, de pays différents? Parce que le message est important, la motivation que vous aviez avec vos leaders, vos dirigeants, vos entraîneurs. Ils avaient une façon de parler aux gens. Voilà. Alors, merci d'avoir fait allusion à cette rue qui porte désormais mon nom et qui passe devant le stade de Bourguiba au collège. On est déjà à l'intérieur du stade. Ça me fait plaisir que de me retrouver, comme on dit, au fronton de cette rue qui passe devant le stade d'Emba Diop. Alors, notre prochaine CAN, qui sera la 16e, il y en aura qui en seront à leur 3e et 4e CAN. C'est vrai que nous avons aussi plus de la moitié à leur première CAN. Bon, je crois que ces jeunes comprennent qu'ils se doivent faire légende. Ils ont eu jusqu'ici des succès très éphémères. Le ballon d'or de Sadio Mané était pour rappeler ceux de El Hadji Diouf qu'il a eu 2 fois. Edouard Mendy, symboliquement désigné le meilleur gardien européen. Alors tout ceci un jour va tomber dans l'oubli. Ceux qui ne tombent jamais dans l'oubli, ce sont ceux-là qui se sont barrés un jour d'un trophée mondial, disons, européen, africain, disons, trophée continental. Ils le comprennent. Et ils se doivent de travailler pour son équipe. Vous savez, j'ai répondu d'un auditeur qui m'a dit, Laïdiaou, pourquoi le Sénégal n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations? Je dis à celui-là, je vais essayer de vous donner une réponse qui me paraît objective. Le football commence par le terrain. Si vous regardez, à savoir l'Égypte, à savoir l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria, tous ces pays favoris ont en ce moment la possibilité d'accueillir une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Nombreux sont les Sénégalais, et peut-être la grande majorité. Les Sénégalais ne savent pas que le Sénégal peut prendre part à une phase d'Afrique des Nations, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour accueillir une Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'infrastructure qui permet
d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, aucun stade sénégalais n'est fonctionnel. Aucun. Si on demandait au Sénégal d'organiser dans 6 mois la Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais, les dirigeants sénégalais répondraient « Nous ne sommes pas prêts ». Alors, j'ai envie de dire que celui qui n'est pas prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations ne mérite pas de la gagner. Nous ne sommes pas dans une logique de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne sommes pas prêts à l'accueillir. Le football commence par l'infrastructure sportive. Et à ce niveau, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes incapables d'accueillir avant 1 an la Coupe d'Afrique des Nations. Tenez, le Nigeria l'accueille à partir de demain. Et pour l'accueillir, je dis Nigeria, Cameroun, l'accueillir à partir de demain. Et pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations à partir de demain, le Cameroun a fini de se doter de 6 stades de la capacité de celui de nos rêves qui se trouve aujourd'hui à Diamniadio. Je dois dire, le Cameroun s'est doté de 6 stades de la capacité de Léopold Senghor. Aujourd'hui, Léopold Senghor n'est pas fonctionnel. Donc, 6 stades fonctionnels de la capacité de Léopold Senghor. Alors, si nous ne gagnons pas la Coupe d'Afrique, chez les observateurs, ce n'est pas un drame. Parce que méritent de gagner la Coupe d'Afrique les pays qui se sont investis pour pouvoir l'accueillir. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Et c'est ce que j'ai envie de dire à ceux qui s'interrogent et ceux qui se posent la question de savoir pourquoi nous n'avons pas encore gagné la Coupe d'Afrique. Je dis c'est parce que nous n'avons pas assez investi pour le football. Nous n'avons pas encore assez investi parce que les pays qui ont assez investi pour le football sont prêts à l'accueillir dans 3 mois. Nous ne pouvons pas l'accueillir et nous sommes d'ailleurs de ce côté dépourvus là où commence le football, l'infrastructure sportive. Nous n'avons pas de stade fonctionnel répondant aux normes pour pouvoir accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui me fait dire, Adrienne, que nous sommes un pays de footballeurs. Il ne faut pas faire la confusion. Nous sommes un pays de footballeurs. Nous ne sommes pas un pays de football. Il y en a qui se rendent compte que même le Brésil, le pays le plus titré au monde, n'est pas un pays de football. Le Brésil est un pays de footballeurs. Comment? Le Brésilien rêve d'exercer sa profession en Europe. Quels sont les footballeurs au monde qui rêvent d'aller exercer au Brésil? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont les Brésiliens qui viennent en Europe. Tellement juste aujourd'hui que la meilleure équipe brésilienne possible vit en Europe. Donc, nous sommes logés à la même enseigne que le Brésil. Nous ne sommes pas pays de football, mais pays de footballeurs. Et pays de football, un pays où l'on peut exercer sa profession de footballeur. Au Sénégal, c'est un professionnalisme, un tout petit peu de bas étage qui est encore en gestation. Et voilà comment il nous faudra laisser partir même les footballeurs qui ont la possibilité seulement de gagner en dehors du Sénégal 500 000 à 1 million de francs CFA. Donc ceci confirme que nous sommes vraiment un pays de footballeurs. Les bons footballeurs courent les rues, vous les retrouvez à chaque coin de rue, mais le Sénégal est un pays incapable aujourd'hui d'accueillir une compétition majeure parce que sur le plan des stades, il n'est pas prêt. Ne mérite pas de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, le pays qui n'est pas prêt à accueillir cette compétition. Lai, je vais vous appeler Lai, grand frère. Moi, j'ai aussi j'ai vu une chose quand même qui m'étonne beaucoup par rapport aux Sénégalais, bon, par rapport à l'équipe de football du Sénégal, parce que c'est par rapport à tout, par exemple. C'est la dernière minute. L'équipe dernière, j'appelle l'équipe du Sénégal l'équipe dernière minute. Parce que quand on veut faire des regroupements à la dernière minute, okay, normalement, si on veut choisir une équipe, il faudrait qu'on puisse aussi faire travailler les membres de cette équipe-là au moins une fois par mois. Qu'ils viennent ensemble, qu'ils travaillent ensemble pendant à peu près 2 ou 3 semaines, ou bien 1 semaine, qu'ils puissent se connaître, mais pas à la dernière minute quand on arrive au niveau de la CAN. C'est comme quand vous dites que vous allez dans un stage quelque part, ou bien que vous voulez conduire une voiture juste parce que vous avez pu conduire votre voiture sur les jeux vidéo, donc vous savez conduire une voiture. Ça ne marche pas comme ça.
il faut une longue durée, il faut une acclimatation. Vous avez parlé de l'acclimatation. Il faut aussi la connaissance des équipes. Il faut une intégration au niveau du site. Il faut aussi que l'équipe puisse se connaître, se connaître les uns les autres, puisque chacun vient avec une stratégie différente. Et puis, il y a ce manque aussi, malheureusement, je le dis souvent, ce manque d'humilité à dire « je ne sais pas, je ne peux pas ». Je laisse la personne qui sait m'enseigner. Je laisse la personne qui sait mieux le faire. Donc, on tourne en rond en ayant les mêmes actions, les mêmes habitudes, en espérant des changements. Mais ça n'arrivera jamais. Donc, je pense que vous pensez que je parle comme mon père. Il n'est pas là en ce moment. Il doit rigoler en train de me dire, mais parce qu'on faisait la compétition, lui et moi. Hein. En 99, quand Médecins sans frontières a gagné le prix Nobel de la paix, je travaillais pour Médecins sans frontières. Je lui ai écrit une lettre en lui expliquant comment on travaille en équipe. Et personne n'est premier ou deuxième ou troisième. C'est une équipe qui travaille et on se soutient les uns les autres. Et je lui ai dit, voilà, là, j'ai gagné quelque chose que tu gagneras jamais. Le prix Nobel de la paix, on a rigolé parce qu'on était en fait en genre de compétition, papa, Urbain Diagne et moi. Donc, voilà, c'est ça que l'équipe du Sénégal doit apprendre, la motivation positive aussi. Parce que nous, on travaille ici dans le domaine médical. Si un membre de l'équipe ne sait pas, il va nous appeler pour me dire, écoutez, je ne sais pas faire ci. Et moi, de même, je lui dis, écoute, je ne sais pas faire ceci, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est là qu'on arrive à combiner nos valeurs, nos connaissances pour pouvoir lever l'équipe, pour pouvoir avoir un travail concret. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque au Sénégal. Là. Oui. Alors, vous avez bien raison de parler des difficultés à mettre ensemble nos joueurs, ne serait-ce que pour un long stage à la veille des compétitions. C'est parce que nos joueurs ne vivent pas chez nous. Nous amateurs. Nous avons une toute autre profession qui nous interpelle tous les jours et peut-être tous les dimanches et samedis. Mais les joueurs sont des professionnels. Le payeur, c'est celui qui est en Europe. Ce n'est pas pour rien que la CAF et la FIFA ont initié des dates FIFA. Comme on le dit, à cette date, le joueur est libre d'aller répondre à l'appel de son pays. Mais vous ne pouvez pas organiser des stages périodiques. À l'époque où tous les joueurs vivaient au Sénégal, c'était possible. C'était possible de faire des stages périodiques. Parce que même l'équipe nationale du Sénégal, le plus gros du temps, était composée à 90% de joueurs vivant à Dakar. Je me souviens, il y a encore une trentaine d'années, le jeudi, le stade de Demba Diop était laissé à la disposition de l'équipe nationale. Tous les jeudis, c'est le stade qui est ouvert rien que pour accueillir la préparation de l'équipe nationale. C'était donc des stages périodiques. Pape Diop et Koya n'attendaient pas l'approche d'un match pour organiser des stages. Tous les jeudis, ils étaient là. Il y en a même qui venaient de Thiès. Quand nous avions des sélectionnés qui venaient de Thiès, à 70 km, ils pouvaient le faire une fois par semaine. Mais maintenant, vous avez tout l'effectif qui vit en Europe. Tenez par exemple, du groupe qui était au Cameroun et qui doit commencer l'académie. Il n'y a qu'un seul joueur local qui est entré subrepticement dans le groupe parce qu'il y a un joueur qui manquait. C'est le gardien du Casa Sport. Parce que nous avons le gardien du Casa Sport dans l'effectif, simplement parce qu'un de nos gardiens était atteint de Covid. Un seul joueur local. Et celui-là, le gardien, c'est la troisième pièce de rechange. C'est le remplaçant du remplaçant. Donc, vous n'avez pas la possibilité de vous entraîner comme vous le voulez. Mais ce que nous gagnons, c'est le niveau auquel il joue. Je me souviens avoir fait un commentaire que Oumar Pen a ajouté. J'ai fait un commentaire, je ne sais pas si vous avez souvenance de ce commentaire. J'ai dit un jour que l'équipe nationale est l'émanation des équipes de clubs. Quand vous avez de grands clubs,
vous avez des chances d'avoir une grande équipe nationale. Quand un auditeur m'a dit, mais Laïdiao, ce que vous aviez dit, il y a une trentaine d'années que Oumar Pène a chanté, ce n'est plus valable maintenant. Mieux, avec beaucoup plus d'acuité. Parce que maintenant, nous gagnons même au change. Parce que moi, je préfère avoir en équipe nationale des Sénégalais qui viennent de Liverpool, qui viennent de Manchester, qui viennent de Chelsea, qui viennent du PSG, qui viennent du Portugal et des grands pays de football en Europe. Je préfère avoir des Sénégalais pensionnaires de ces grands clubs, pensionnaires des clubs qui n'ont pas réussi à s'imposer sur l'échiquier africain. Quel est le club sénégalais qui prend part au quart de finale en Coupe d'Afrique? On n'en a pas. On l'a eu avec Gorée, les années 80, avec le Giraffe, les années 80, avec la Jeanne d'Arc. C'est arrivé en quart de finale de Coupe d'Afrique. Alors, pour le footballeur local, comme on dit, le passage national est lié des performances que aucun club sénégalais n'arrive à s'imposer sur l'échiquier africain. Alors, quand vous avez des footballeurs qui sont en Europe, qui jouent la Coupe d'Europe, qui jouent de grands championnats, qui s'illustrent dans de grands championnats, il vaut mieux faire venir ceux-là qui sont à meilleur niveau plutôt que de compter sur les footballeurs africains qui n'ont pas le niveau des compétitions africaines. Et aujourd'hui, toutes les équipes nationales africaines sont saturées par des clubs européens. Toutes les équipes nationales vivent en Afrique à partir des clubs européens. C'est-à-dire le sélectionné africain vient toujours du continent européen. C'est à ce moment que le club peut avoir un niveau, peut se frayer le passage qui mène à la Coupe du Monde, puisqu'ils sont les partenaires de clubs européens devant gagner la Coupe du Monde. Il y a des Sénégalais qui sont partenaires de Mbappé, qui est champion du monde. Des partenaires de Mbappé, champion du monde, ils ont des chances de vivre les mêmes sensations, de disputer les mêmes matchs que Mbappé. C'est à ce rythme qu'ils peuvent progresser. Voilà comment, au change, nous avons gagné, parce que nous avons des footballeurs qui viennent des plus grands championnats européens, voilà, qui rapprochent un tout petit peu l'Afrique, qui rapprochent l'Afrique, meilleur niveau mondial. La preuve, nous avons été en quart de finale de Coupe du Monde. Il y a 3 pays africains qui ont été en quart de finale de Coupe du Monde. Le Sénégal, le Ghana et le Cameroun. Et par le biais d'Africains vivant en Europe. Sans eux, on n'aurait pas réussi une telle performance, Adrien. Là, absolument. Ce que vous dites, c'est très vrai. Et je pense qu'il y a un côté aussi psychologique qui est très important. Le côté de l'intimidation, le côté psychologique, le côté de la confiance en soi, quand dans n'importe quelle profession, que ce soit au niveau du football, moi je vous parle de la santé, comme on dit, je suis sans peur. Je vous parle aussi du côté où on a ce côté d'apprentissage, mais aussi de se dire cette motivation qui vient aussi des élites, qui vient aussi des entraîneurs. Parce que ce que j'explique toujours, je dis quand l'équipe gagne, c'est bon. Quand l'équipe perd, tout le monde tape dessus. Alors au contraire, c'est là qu'il faut les encourager encore plus en disant il n'y a pas de problème. Vous repartez à zéro, comme dans la vie d'ailleurs. Il y a des hauts et des bas. Vous repartez à zéro et vous recommencez, vous continuez avec cette motivation. Quelle est votre pensée sur ce que je viens de dire? Mais vous avez parfaitement raison, Adrienne. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le développement est un tout. Tous les secteurs se développent en même temps. Tenez, il y a une institutrice du côté de la Casamance qui est menacée de licenciement simplement parce qu'elle a filmé ses élèves assis à même le sol, et c'est une brique qui servait de table. Des élèves assis à même le sol, la brique est au sol, et c'est cette brique qui sert de support au cahier pour écrire. L'institutrice est menacée de licenciement pour avoir véhiculé une telle image. Mais je dis non, celle-là, elle a au corps
enseignants. Parce que nombreux sont les enseignants et les élèves qui sont dans une telle situation. Et en face, il y a encore des localités où il n'y a pas d'eau au potable. Il y a encore des localités, des villages non éclairés. Aujourd'hui, du Sénégal, qui va participer à cette CAN, va coûter 3 milliards à l'État sénégalais. Cet argent aurait pu servir à régler les problèmes et de santé et de l'éducation. Vous dépensez ceci pour une équipe de football. Et là, c'est un exemple que je vous donne à portée de tous les Sénégalais, parce que tous les Sénégalais ont fini de constater ça. On le dit souvent dans les débats à la télévision. Et ils ont raison. Des villages non éclairés, pas d'eau, pas d'électricité. Vous mettez 3 milliards pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations que vous n'avez pas encore gagnée. Et pendant des années, vous avez engagé un entraîneur européen qui au Sénégal, a meilleur salaire que le chef de l'État. Parce que les entraîneurs qui sont venus et que nous avons eu l'équipe nationale ne percevaient pas moins de 12 millions de francs CFA. Je sais qu'il y en a un qui percevait 13 millions. Au Sénégal, le président n'a jamais eu un salaire de 13 millions. Donc, le développement, comme on dit, c'est un tout. Il faudra un jour choisir les priorités. Moi, je suis footballeur. Priorité par l'enseignement et l'éducation, la santé et l'éducation. J'aurais fait passer la santé et l'éducation avant le football. Parce qu'avec le football, on n'est jamais sûr de rien. Avec l'enseignement et l'éducation, c'est sûr que l'argent que vous aurez fini d'injecter dans ce secteur, vous le verrez quelque part, parce que vous verrez des salles de classe poussées. Ce que Sadio Mané a fait dans son village, Sadio Mané a construit un hôpital et une école. C'est comme pour donner l'exemple à nos gouvernants. Il n'a pas commencé par un centre de formation de football. Quand Sadio a commencé par un hôpital, il a dit un jour que son père est mort simplement parce qu'il manquait d'assistance médicale. À la mort de son père, il n'y avait personne au chevet pour le conduire à l'hôpital. Le plus souvent, vous prenez une charrette pour vous y rendre et c'est sur la charrette que vous rendez l'âme. Celui-là qui est champion d'Europe, qui est ballon d'or, celui-là, il a commencé par là où son père a peiné. Il n'a pas commencé à former des footballeurs, mais il a commencé à réaliser des hommes par l'éducation et par la santé. C'est comme si Sadio disait à nos gouvernants, attention, la priorité, elle est là, elle n'est pas au sport. Et c'est comme ça que nous pouvons... Parce que le développement, c'est un tout. J'ai vu des footballeurs champions et des... Est-ce que vous savez qu'un footballeur brésilien s'est retrouvé malade et qui s'est couché sur la place publique? Comme si un international sénégalais malade avait trouvé refuge sur un banc à la place de l'indépendance. Celui-là avait été international. Il a gagné la Coupe du Monde. Il n'avait pas de toit. Malade, il se trouvait couché sur un banc d'une place publique. C'est sa copine d'enfance qui est allée la chercher, qui est allée le chercher sur ce banc public pour le faire admettre à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il est mort. Et à sa mort, il a eu des obsèques nationales. Alors qu'il est malade sur un banc public. Alors, vous voyez, Adrien, que nos gouvernants ont souvent besoin d'être orientés et bien réorientés. Voilà comment j'ai aimé le geste de Sadio Mané et de Gorgui Sy-Dieng, le basketteur qui est aux États-Unis. Gorgui Sy-Dieng, il fait des actions du genre dans son village, dans sa petite ville de Kébémer. Il fait des actions du genre. Ils sont les gens. Idrissa Gana Gueye, il n'y a pas longtemps, a été utile à une garderie d'enfants. Idrissa Gana Gueye. Ils n'ont pas été tout de suite sur le football. Parce qu'on devait le plus gros du temps, bon footballeur par hasard. Mais ce qui est sûr, c'est mettre là où le jeune Sénégalais, comme on dit, va profiter de ses dividendes, se soigner et être à la porte d'une bonne éducation. Mais là, ce que vous dites est tellement vrai. Je vais vous raconter une anecdote personnelle puisque je corresponds avec un enseignant qui est dans la zone de Matam.
qui est un jeune enseignant qui doit avoir 26 ans, 27 ans. C'est lui qui me traduit mes textes parce que j'ai fait rentrer la langue Wolof au niveau de la santé ici au ministère de la Santé de Los Angeles. Vous imaginez, faire des flyers en Wolof et en français et en créole haïtien parce que tout simplement, on avait souvent que d'autres langues, mais pas les langues africaines. Et comme je fais partie d'une coalition médicale et que j'aide au niveau du Covid aussi, ce que j'ai fait, ce jeune, je lui ai donné des textes à me traduire en Wolof et je le paye. Et en tant qu'enseignant, il m'a dit, mais moi, ma classe, il y a pas les enfants n'ont pas de cahier. J'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux. J'ai dit, écoutez, on va donner, si vous donnez même 10 000 francs, 5 000 francs, il n'y a pas de problème, on peut acheter des cahiers pour ces enfants-là. Il y a 70 élèves. Sa classe, c'est un tout court, ce sont des toits en paille. Les enfants sont sur des briques aussi ou des seaux. Il y a des ânes qui sont là autour. Bon, j'aime bien la nature et les ânes aussi. Et en fait, on a été avec tous les gens, j'ai presque 5000 personnes sur mes réseaux sociaux. On a été 2 à avoir donné une somme. Moi, je pense que j'ai donné une somme de 50 000 ou 60 000 CFA. Je vais le renouveler. Ma fille aussi a donné. On était 3. Ma fille a donné. Elle a 19 ans. Elle a pris quelques dollars qu'elle avait. Elle me dit, OK, on va leur acheter des cahiers. Hein, avec cette conscience. Elle le fait depuis qu'elle a l'âge de 8 ans. Chaque fois que je lui demande, elle donne ce qu'elle a. Et donc, on voulait faire aussi une colonie de vacances au niveau des falaises de Dandifello pour amener au moins 100 enfants sénégalais en colonie de vacances et faire une levée de fonds. En fait, nous avons été 3 à avoir donné. Et si vous demandiez aujourd'hui de donner, par exemple, pour le show de je ne sais trop qui, parce que chacun va venir montrer l'argent qu'il va donner, les gens vont donner. On est encore dans cette dynamique du paraître, dans cette dynamique où on n'a pas la priorité, on ne voit pas les priorités pour pouvoir aider les plus jeunes. Et vous voyez dans les rues, bon, je reviendrai dessus sur les petits talibés, on ne voit pas le futur de ces enfants parce que tout simplement, on est encore dans ce monde du paraître et dans ce monde où nos priorités ne sont pas celles qu'on devrait avoir. Et vous avez parfaitement raison, mon frère, vous avez parfaitement raison. Exact. Mais Adrien, vous me rappelez le passage de l'équipe de Côte d'Ivoire à Dakar il y a cela quelques années. Quand Drogba est arrivé avec la Côte d'Ivoire, parce que Drogba c'est quelqu'un qui aime bien le Sénégal. Il est arrivé de passer ses vacances au Sénégal, Didier Drogba, l'Ivoirien. Alors quand il est arrivé, il y avait des sinistrés qui avaient trouvé, comme on dit, centre d'accueil au stade. Et dans quelques stades du Sénégal. Des sinistrés. Didier Drogba a offert 5 millions de francs CFA à ces sinistrés. À nos internationaux, quand on leur a demandé d'accompagner les sinistrés, c'était à coût de 50 et de 100 000 francs. On n'avait pas collecté 3 millions de francs, alors qu'en face, c'est un non-sénégalais qui donne 5 millions de francs CFA. Si vous aviez organisé un téléthon à la télévision, vous seriez tombé sur des Sénégalais qui feraient du populisme pour se faire voir qu'ils sont capables tout de suite de donner 10 millions de francs CFA. Alors voilà ce que nous sommes, et tout ceci est à gérer jusqu'au moment où peut-être on va tendre vers un Sénégal, comme on dit, plus humaniste, puisqu'il nous faut aussi arriver à cela. C'est tout aussi vrai que le politicien n'a dit que pour là où il y a du monde au football. L'équipe nationale du Sénégal, tout le monde en parle. C'est d'ailleurs le seul secteur fédère le Sénégal ont une passion pour l'équipe nationale. Tout à l'heure, c'est un imam qui s'est arrangé pour trouver mon numéro de téléphone et qui a réussi à me parler pour mieux m'orienter sur le pourquoi et le comment de ce Sénégal qui n'a pas encore gagné. Et comme c'est le système où le populisme est le plus corroboré, bon, il nous faudra faire avec jusqu'au moment où ils comprendront les priorités. Il nous faudra être patient encore. Les Sénégalais se posent la question de savoir pourquoi nous n'avons pas encore gagné. Mais nous n'avons pas encore gagné parce que nous n'avons pas encore mis l'argent là où il faut. Pas encore. Là où il faut, parmi les priorités, l'infrastructure. Adrienne.
Ben, merci, grand frère. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Elle était extrêmement passionnante. On reviendra avec vous, peut-être dans 15 jours, sûrement, quand les matchs auront déjà commencé au niveau de la CAN, et qu'on puisse savoir d'ailleurs quelles sont les tendances après avoir vu les équipes jouer. On sera au tout début de la CAN, au bon milieu de la CAN, je dois dire. Au bon milieu, oui, au bon milieu de la CAN, puisqu'elle commence demain. On sera dans 15 jours au bon milieu de la CAN. On verra les équipes jouer. On aura les tendances des équipes pour voir comment quelle est votre vision de ces équipes. Alors, moi, j'aimerais avoir, donc vous pouvez m'en parler et me donner aussi le dernier mot par rapport à ce que nous devons faire. Bon, ben, nous devons faire avec l'équipe nationale, vous voulez, avec la CAN, hein? Avec la CAN, avec ce que vous voyez en ce moment, parce qu'aussi il y aura le Covid qui est en train de parler aussi, de faire parler de lui au niveau de la CAN. Alors, votre tendance, quelles sont les équipes vous pensez qui vont avancer le plus, en étant en toute objectivité, vous avez parlé, en parlant de Covid, vous m'avez rafraîchi la mémoire. Parce que le journal de ce soir nous a appris que 3 joueurs sénégalais sont covidés et ils sont incertains pour après-demain. Parmi Pierre, Edouard Mendy, gardien de but, Kalidou Koulibaly, j'ai envie de dire, c'est presque l'épine dorsale de la défense du Sénégal qui est covidée avec Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, mais aussi Famara Diédhiou. Mais moi, je dis, nous avons ceci de particulier. Nous ne sommes pas dépendants. Nous sommes un football capable de briller sans Messi ou sans Maradona. Le dernier exemple en date, c'est celui du match que nous avons livré à Lomé contre le Togo. Un footballeur togolais mal intentionné a pris pour intention, lui, de blesser à le faire. Parce que ça n'a pas terminé la partie. Quand il est sorti, on l'a oublié parce qu'on a pu jouer sans lui. Et au dernier match à Dakar, il a joué. On a joué sans Sadio Mané et on a gagné par 2 buts d'écart. Bon, ça c'est propre aux Sénégalais. Nous ne sommes pas dépendants. D'ailleurs, le Sénégalais peut se motiver tout seul, simplement parce que celui en qui on croit le plus est absent. Voilà. On se motive tout seul en l'absence du chef. Quand le chef n'est pas là, nous avons la possibilité de bien travailler, comme pour lui prouver que ce n'est pas parce qu'il est là que nous travaillons bien. Alors, on va faire avec. Ce qui est sûr, c'est que nos médecins s'y attellent. Le Covid, pour le moment, il est bien méchant, il se répand très vite, mais on arrive aussi à très vite le juguler. Et j'espère, je sais que nous pouvons sortir du plan joueur clé à nos joueurs essentiels. Alors, pourvu qu'il soit là au moins dans une dizaine de jours, au moment où débute la partie la plus difficile, celle-là des matchs à éliminatoire direct, à savoir les 8e, les quarts et les demi-finales. Absolument, Malai. Et d'ailleurs, ce que vous dites sur vous qui étiez polyvalent, je me souviens d'une histoire où on me disait que mon père, qui était votre entraîneur, vous faisait tirer des pénaltys à partir de la cage et en reculant jusqu'à tirer des pénaltys en milieu de terrain et tout le monde devait faire la même chose. Il n'y avait pas de célébrité dans les équipes de football, n'est-ce pas? Oui, votre père était un entraîneur qui nous a, lui, à mieux nous connaître parce qu'il nous faisait faire des épreuves que et nous avions des difficultés. Parce que vous savez, un entraîneur, ce n'est pas quelqu'un qui tape sur le ballon. Ce n'est pas quelqu'un qui tire des corners et des pénaltys. Mais il a une méthode d'approche qui peut rendre la chose beaucoup plus facile. C'est tellement juste que le plus pédagogue des entraîneurs vous dit, donnez la parole aux joueurs. Parce que le plus gros du temps, on ne leur donne pas la parole. Donnez la parole aux joueurs. Ils sont capables à eux seuls de trouver la parade la plus intelligente. Adrien, c'est tellement vrai que le 12e homme n'existe que depuis 1970. Le 12e homme, il n'existe que depuis 1970. Avant, si vous perdez un joueur pendant les années 60, si vous perdez un joueur à la première minute, vous jouerez à 10, 89 minutes. Parce que c'était une période où il n'y avait pas encore de remplaçant. Il n'y avait même pas de banc. L'entraîneur, il était, comme on dit, sur les gradins, aux côtés des spectateurs. Alors, à l'époque, les joueurs trouvaient des solutions à leurs problèmes.
problème. Voilà comment aujourd'hui était beaucoup plus complet. Parmi eux, c'est vrai, Lamine Diack et tant d'autres qui sont devenus par la suite de grands entraîneurs, parce qu'un entraîneur, c'est un maître à penser. C'est un maître à penser. Il ne tire ni de penalty, ni de corner, mais par son discours, il peut vous aider à trouver la parade la plus intelligente. Et votre père, Adrien, c'était celui-là. Votre Urbain, c'était celui-là. Et je peux faire le témoignage, puisque moi, j'ai joué dans une équipe goréenne que Hubert Diagne avait entraîné, et il avait du plaisir à nous parler avec respect de son aîné, Adrien, auprès de qui il a beaucoup appris. Votre père, Adrien Diagne, ancien sélectionneur de la sélection du Sénégal au cours des années 50. Je vous remercie, grand frère. Vraiment, c'était un plaisir de vous parler, d'entendre parler de l'histoire du football. Je reviendrai sur vous dans 15 jours. Redonnez-moi la parole, s'il vous plaît, parce que c'est tellement passionnant de vous écouter. Je ne peux que vous remercier aujourd'hui d'avoir pu vous prêter à ce jeu d'interview. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les Sénégalais de la Californie. Voilà. J'espère que dans 15 jours, ils auront du plaisir encore à être avec moi. Voilà, Adrien, je vous retourne l'antenne, comme on me le disait à l'époque. Ici, Dakar, à vous, Californie, à vous, Adrien Diagne. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laï. Merci beaucoup, Ndiawar. Ça, c'était la phrase clé. Merci. Je vous retourne l'antenne. Laïdia, on vous retourne l'antenne. Extraordinaire, Laïdia, vous n'avez pas changé. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci à Ndiawar qui était à la régie. Merci pour Sunuker.fm de nous avoir permis. Merci Ndiawar, merci voilà. Adrienne. Nous avons permis d'écouter cette émission aujourd'hui avec notre grand Laïdia. Je vous repasse l'antenne. Ndiawar, je te rends l'antenne. Je vous rends l'antenne. À bientôt, les téléspectateurs sénégalais. Merci. Tabungon bayon danan dotu pano jeni handie danan dotu pano korvatu yo o korvatu bayon dare jini ramo korvatu bay komi bay papa bayo tabayo